Bonjour à tous et à toutes, ici Marwan et bienvenue sur la suite de la quête sur les moteurs de jeu. Alors aujourd'hui on va continuer donc notre série sur les matrices avec la quatrième partie. Je vous invite à aller voir les trois premières parties pour en savoir un peu plus sur ce qu'est une matrice et son utilisation dans les moteurs de jeu. Mais aujourd'hui on va du coup implémenter les matrices 2x2 et les matrices 3x3. Les matrices 2x2 vont être utiles pour les coordonnées classiques 2D et les matrices 3x3 vont être utilisées pour les coordonnées homogènes 2D. Globalement, on va utiliser ici les matrices 3x3 avec OpenGL, car tout simplement, c'est les seules qui permettent de pouvoir faire des translations. Avant cela, je vous invite à aller voir donc, sur le compte GitHub donc, la version actuelle pour pouvoir suivre, pour avoir une version en début de vidéo, une version du moteur actuel. Donc c'est la version 10.03.23 et je mettrai également la version en description de la version de fin de vidéo qui aura cette fois-ci l'implémentation des matrices 2x2 et l'implémentation des matrices 3x3. Donc c'est parti pour l'implémentation. Alors on va aller sur SourceTree et on va voir comment on va procéder pour pouvoir avoir nos matrices 2x2 et 3x3 envoyé dans OpenGL. Donc on commence par l'implémentation ici, des deux matrices. Donc ce qu'on a fait ici, c'est donc on a matrice 3.3, matrice 2.2, hop, une matrice, donc on lève le header et le header de page. Donc globalement, c'est presque les mêmes, hein, les matrices 2x2 et 3x3. Donc si on va prendre par exemple la matrice 2x2, alors on a donc des constructeurs. Pour la matrice 2x2, on a des constructeurs avec des vecteurs pour pouvoir créer nos matrices. Et on a les opérations classiques, plus, moins, fois avec un scalaire et fois avec une autre matrice. Des fonctions de transpose, d'inverse et le calcul du déterminant pour les matrices 2x2. Et les opérations de matrices ensemble également, ils se situent ici. Et pour les matrices 3x3, on a exactement pareil. Donc on a aussi les constructeurs. Ça, c'est des opérateurs pour pouvoir accéder aux éléments de la matrice. Les opérateurs plus égal, moins égal, multiple égal, fois égal, la transpose, l'inverse et le déterminant. Et les opérations usuelles classiques. Donc si on va maintenant dans le CPP, donc dans l'implémentation, hop, alors, donc globalement, si vous voulez des explications sur comment fonctionnent les opérateurs, vous pouvez aller le voir dans la première vidéo, il me semble, sur les matrices. Hop. Ouais, dans la première vidéo. Ouais, dans la première vidéo. Et vous aurez toutes les explications de comment fonctionnent ces opérations. Donc, si on prend par exemple le déterminant qui était un peu complexe, dans la dernière vidéo, dans tous les cas, une explication complète sur comment calculer l'inverse d'une matrice 2x2 et l'inverse d'une matrice 3x3. Mais globalement, on a calculé la matrice complémentaire, donc qui se trouve juste ici, et on utilise le déterminant pour pouvoir calculer l'inverse. Pour la matrice 3x3, on fait exactement pareil. Donc, hop, inverse. Alors, il est où? Il est... Ouais, ici. Donc, F. Alors, hop. Ouais, il manque une inclus ici. De toute façon, je l'ai réglé dans les prochains commits. Du coup, ici, on va calculer la matrice, la matrice de cofacteur, la comatrice en français, donc cofacteur matrice. Et avec ça, on calcule la matrice complémentaire. Donc aussi en anglais, on appelle ça adjugate matrice. Et donc la matrice complémentaire, si petit rappel, c'est la transpose de la comatrice. Et on utilise également la matrice, le déterminant pour pouvoir calculer l'inverse
de la matrice 3x3. Alors une fois qu'on a implémenté les différents opérateurs et les différentes fonctions, donc je vous les mets comme ça vous voyez un peu tous. Dans tous les cas vous avez directement sur GitHub la version actuelle en fin de vidéo. Ça sera mieux, il y a peut-être des erreurs d'ailleurs ici. Donc dans les autres commits j'ai réglé quelques petits problèmes et vous verrez ça juste après. Donc ici, voilà. Et maintenant qu'on a implémenté du coup les matrices, il faut, pour les tester, c'est important de pouvoir tester les matrices car tout simplement ça va permettre de voir les différentes les petites erreurs d'implémentation par-ci par-là avec des tests unitaires. Alors on va directement aller avec les tests unitaires, donc hop, juste ici, oui, et quand on va hop, donc ici on a nos tests unitaires ici et ici, et donc si on va dans hop et ici, donc ici on a différentes tests unitaires. Donc si je les exécute, hop, alors on va faire ça comme ça. Et voilà. Hop, on va faire exécuter. Et alors ici on voit bien que toutes donc tous les tests sont passés et qu'il n'y a pas de problème sur les différentes fonctions. Hop. Voilà. Et pour les matrices 2.2 c'est pareil. On voit bien que tout est passé. Alors globalement ici, bon c'est des tests assez classiques. Si je prends par exemple opérateur plus, bon on a deux matrices ici où chaque élément c'est 1, 2, 3, 4 et on les additionne ensemble et on veut avoir une matrice attendue qui est égale à 2, 4, 6, 8. Donc ici on voit bien que le résultat est passé. On peut faire ça pour d'autres fonctions également. Donc là on a 1, 2, 3, 4 multiplié par un scalaire 5 et on veut bien 5, 10, 15, 20. Donc globalement ça m'a permis de pouvoir régler quelques bugs, donc notamment sur l'opérateur, donc l'opérateur fois égal, j'avais oublié de return la matrice. Pour l'opérateur d'inégalité, j'avais oublié, enfin je m'étais trompé et j'avais mis égal égal au lieu de différent égal. Et également le return true ici, c'est return false. Comme on voit ici, return false. Donc je l'ai fait pour la matrice 2x2 et 3x3. Et également pour les matrices, la matrice 2x2, j'avais donc ici au lieu d'enregistrer les valeurs de multiplication dans des valeurs temporaires, j'avais directement assigné les résultats des matrices alors qu'on les utilisait dans les différentes opérations ici. Hop. Donc si maintenant, une fois qu'on a implémenté les tests unitaires, eh bien on peut maintenant voir comment on va procéder pour pouvoir envoyer OpenGL. Alors on va implémenter des nouvelles fonctions. Donc hop, on va faire hard, hop, hop. Donc les nouvelles fonctions ici, ce sera les fonctions de transformation en utilisant cette fois-ci les matrices. Donc petit rappel, si on avait la dernière fois dans la vidéo sur les transformations, on avait calculé les transformations de translation, de mise à l'échelle, d'homothétie, non pas homothétie, ouais homothétie, mais on ne l'utilise pas. Donc la transformation d'identité, la transformation de translation, la transformation de mise à l'échelle et la transformation de rotation, on les avait calculées comme ceci, donc directement à la main, mais comme vous savez, comme je l'ai expliqué dans les vidéos sur les matrices, on peut utiliser les matrices pour pouvoir faire des transformations
Et c'est pratique, ça va nous permettre de pouvoir du coup implémenter des nouvelles fonctions. Donc les nouvelles fonctions, ce sera, hop, donc si on va dans le point H, ça sera ici, hop, on va faire comme ça, pour que ça soit un peu trop dézoomé. Tac. Donc voilà, donc les fonctions de transformation, donc identité, translate, rotation autour de l'axe Z pour les matrices 3x3, scale XY, mise à l'échelle donc sur l'axe X et sur l'axe Y pour les matrices 3x3. Globalement, il y a des fonctions ici qu'on va changer, car tout simplement ça va utiliser à prendre des vecteurs 3 plus tard, mais pour le moment, comme on est en 2D encore, on garde sur du 2D. Donc voilà, pour la matrice 3x3, on fait exactement pareil, sauf qu'il y en a un peu moins, puisqu'il n'y a pas la translation du coup. Et pour l'implémentation, donc l'implémentation, c'est on reprend les matrices de transformation qu'on avait vues dans la seconde partie sur les matrices. Donc on a l'identité, la rotation, la mise à l'échelle, la rotation et la mise à l'échelle appliquées en même temps. Et voilà. Et globalement pour la matrice 3x3, c'est pareil, donc sauf qu'il y en a un peu plus. Donc on a donc la matrice d'identité, la matrice de translation, la rotation autour de l'axe Z, la mise à l'échelle pour les axes X et Y, la translation et la mise à l'échelle, la rotation et la mise à l'échelle, la translation et la rotation, et enfin les trois combinés, donc la translation, la rotation et la mise à l'échelle. Il faut bien veiller à ce que les opérations se fassent dans le bon ordre. Comme je vous le rappelle, les opérations de multiplication ne sont pas commutatives. Donc ça c'est important à prendre en compte. Une fois qu'on a implémenté donc les différentes matrices de transformation, on peut venir implémenter les matrices usuelles utilisées pour OpenGL, qui sont la matrice modèle, la matrice de vue et la matrice permettant de pouvoir transformer de l'espace de vue vers l'espace NDC. Donc hop, on va réinitialiser. Alors ouais, réinitialiser ici, hop. Et donc maintenant on va dans Transform. Donc la matrice modèle est dans la transform. Donc la transform, c'est ce qui permet de pouvoir décrire une position, une mise à l'échelle et un angle d'un objet. Et on vient ici implémenter une nouvelle fonction, donc la matrice transform matrice, qui est tout simplement la matrice modèle aussi. On peut aussi l'appeler la matrice modèle. Et si je vais dans transform.cpp, c'est tout simplement la matrice TRS, utilisant la position, l'angle et l'échelle de notre objet. Pour les deux autres matrices, donc la matrice de vue et la matrice qui permet de pouvoir passer de l'espace de vue à l'espace NDC, je l'ai implémenté dans la caméra. Donc la caméra est juste ici, on a view matrice et on a tout NDC space matrice. Donc si je vais dans caméra, donc globalement la matrice de vue c'est l'inverse de la matrice de vue l'inverse de la matrice de rotation de la caméra multiplié par l'inverse de la matrice de translation de la caméra. Et pour la matrice NDC space matrice, c'est une matrice de mise à l'échelle où on va diviser 2 0f par la taille correspondant en largeur et la taille correspondant en hauteur. Pour bien suivre l'avancée du moteur, je vous invite à aller regarder les précédentes vidéos, ça explique pas à pas comment on est arrivé jusqu'à maintenant. Donc n'hésitez pas. Alors, hop, donc une fois qu'on a implémenté les différentes matrices, on va venir faire une chose un peu une chose non obligatoire, mais j'ai préféré refaire maintenant, comme ça c'est fait. Juste, hop, on va venir, hop, comme ceci, recharger tout. Alors, on va juste fermer un peu tout, hop, on n'a plus besoin, ça on n'a plus besoin.
Hop. Alors, hop, main. Donc j'ai un peu clean les dossiers. Et pour pouvoir mieux s'y retrouver, donc on a un dossier assets, un dossier core, et un dossier math et un dossier utilities. Donc, hop, ouais, donc dans le dossier utilities, c'est des outils utilisés par d'autres scripts. Donc on a tout ce qui est math, donc matrice et vecteur, et tout ce qui est core, donc ce qui correspond au cœur du moteur. Donc voilà pour le rangement. Alors j'ai fait aussi une chose qui était un petit refactor de comment je récupère mes shaders. Donc avant, quand on allait par exemple, si on va dans main, donc avant, alors je crois que j'en ai ici. Tac, ici je vais. Ouais, donc avant je déclarais mes shaders directement en chaîne de caractères directement en dur. Donc j'ai fait un petit script pour pouvoir lire, donc dans un petit script en file system qui se trouve dans utilities ouais, qui permet de pouvoir lire un fichier et de pouvoir récupérer son contenu. Comme ça va nous permettre directement de loader les shaders depuis des fichiers distincts. Donc je l'ai fait pour le vertex shader et le fragment shader. Donc globalement ici, je l'ai laissé encore ici parce que ce script, on va vite le supprimer plus tard. C'est un script qu'on utilisait dans les précédentes vidéos. Mais pour le moment, je l'ai laissé. Alors, si je vais maintenant, donc, hop, dans mes shaders, donc les shaders, c'est les mêmes shaders qu'on avait juste avant. Donc globalement ici, on utilisait des uniformes pour chaque composante, donc la position de la shape, la position de la caméra, la mise à l'échelle de la shape, l'angle, l'inclinaison de la shape et la taille correspondante en verticale et en horizontale de la caméra. Vous verrez que ça c'est assez long et vous verrez qu'en utilisant les matrices, on va vite simplifier tout ce process et ça sera beaucoup plus simple. Alors, donc comment on va utiliser les matrices pour pouvoir les utiliser dans OpenGL. Donc on va aller hop dans la dernière étape, enfin l'avant-dernière étape, hop. Donc si je alors hop, donc on va venir, ça on va fermer, ça on va fermer, on va venir dans shape, alors core, shape, voilà. On va venir là où on draw, on va venir ouvrir aussi également shader et on va implémenter une fonction dans shader qui sera la fonction set uniforme matrice 3x3, donc pour pouvoir envoyer une matrice 3x3 à OpenGL. Donc, hop. Donc, globalement on a repris les fonctions qu'on avait fait, c'est à peu près le même fonctionnement que les fonctions qu'on avait utilisées pour les uniformes des vecteurs et des floats. Donc d'abord on récupère l'index de location de l'index de position de la variable de notre shader. Donc ici par exemple, si je vais dans mes assets, hop, ici par exemple je veux pouvoir envoyer le modèle. Donc ici quand je vais envoyer la matrice, je vais spécifier ici modèle et on utilise la fonction GL uniforme matrice 3FV pour pouvoir envoyer une matrice 3x3 de float. Alors pour pouvoir envoyer une matrice 3x3, donc on utilise une nouvelle fonction, donc la fonction getAsArray. Ça va juste permettre de pouvoir renvoyer un array de la SDL en utilisant directement un tableau de float. Du coup nous on avait pas un tableau, nous on avait un double tableau de float. Ce que veut OpenGL, c'est un tableau, un pointeur de float. Donc on renvoie un tableau de float et on utilise .data pour pouvoir envoyer le pointeur de float. Et pour pouvoir du coup, où on appelle cette fonction, donc on l'appelle dans shape. Et dans shape, on va utiliser les trois matrices qu'on a implémentées juste avant. Donc la matrice modèle, la matrice de vue et la matrice to NDC space.
globalement, vous voyez qu'ici, on a, au lieu d'avoir tout ça, on a maintenant que ces 3 matrices à envoyer. Et une fois qu'on a fait ça, on peut aller dans... Alors, il y aura aussi une petite subtilité à voir. Donc on peut aller dans notre vertex shader et vous verrez que maintenant notre shader ressemble uniquement à ceci. Et donc on va multiplier les différentes matrices ensemble pour pouvoir transformer notre vecteur de l'espace local vers l'espace NDC au final. Donc on fait d'abord to NDC space multiplié par view multiplié par modèle multiplié par vertex in local space. Alors c'est important de le faire dans cet ordre là. Globalement, l'ordre ici est inversé par rapport à aux notations mathématiques usuelles. Donc les opérations se font de gauche à droite et non pas non, se font de droite à gauche et non pas de gauche à droite. Quand on dit qu'on multiplie la matrice A avec la matrice B dans OpenGL, c'est comme si on mettait la matrice B à gauche et la matrice A à droite. Et globalement, pourquoi l'opération se fait pourquoi ici, ici on a bien une notation mathématique classique. Ici ça marche tout simplement parce qu'on a transposé ici les matrices. Donc ici la fonction GA uniforme matrice 3 FV prend un booléen qui nous permet de pouvoir transposer la matrice pour pouvoir du coup changer l'ordre de la matrice. Et globalement ici ça va nous permettre de pouvoir avoir le même ordre, la même notation mathématique qu'on pourrait l'avoir en mathématiques. Et dans les précédentes vidéos j'ai également mis cet ordre de multiplication. Pour pouvoir avoir une ordre, pour pouvoir ne pas transposer la matrice quand on l'envoie vers OpenGL, hop, ici. Donc ici on pourrait bien mettre GL false, c'est possible, mais il faudra inverser l'ordre des opérations de matrice ici. Alors je l'ai fait, donc je l'ai fait juste ici. Hop, hard, hop. Voilà, donc ici on voit que l'opération maintenant, tout est inversé. Donc on a vertex in local, d'ailleurs, c'est pour que ce soit plus simple pour vous. Donc ici je fais, hop, ça sera mieux comme ça, view, hop, et comme ceci. Hop. Donc ici, alors quand je lance, voilà, donc ça c'est le résultat final. Donc on voit bien qu'on a bien exactement les mêmes objets qu'on avait vu quand j'ai lancé le programme en début de vidéo. Alors ici la caméra elle tourne car tout simplement j'ai mis comme la caméra on a la matrice de vue et dans la matrice de vue on a l'angle de la caméra. Donc j'ai tout simplement mis dans main, quand je vais dans la caméra, hop, ici, hop, donc on a un angle d'inclinaison en début de 10 et je tourne constamment juste ici, hop, donc j'incrémente de 0,1 pour pouvoir tourner la caméra dans le programme. Alors globalement on a terminé l'explication de tous les commits qu'on a fait jusqu'à maintenant. Une dernière chose que j'ai fait, c'est, hop, si je vais dans, hop, il reste donc add vertex array object. Donc on n'utilisait pas les vertex array object jusqu'à maintenant, donc les VAO. Donc en quoi consistent les VAO? Ça va nous permettre de pouvoir lier donc les bindings de VBO et de EBO avec un VAO, et ça va nous permettre de ne pas appeler des fonctions à chaque fois quand on veut l'utiliser dans OpenGL. Donc jusqu'à maintenant on devait bind le VBO pour pouvoir draw les éléments juste après. Donc, avec le VAO c'est pratique, on n'a pas besoin de le faire. Alors par contre, hop, pourquoi j'ai mis une erreur?
Ouais, bon. Visual Studio est un peu capricieux. Pas censé avoir des erreurs ici. Tac. Ouais. Si je mets en debug. Hop. Ouais, non, c'est bon. Alors, du coup, pour les VAO, donc si je vais dans Shape, hop, .h. Donc dans Shape.h, on a un VAO ici, globalement qu'on va initialiser comme les VBO et les EBO. Donc les VAO, hop, configure VAO, et on génère notre VAO comme ceci. Hop. Donc une fois qu'on a généré le VAO, on va pouvoir l'utiliser pour configurer nos VBO et notre EBO. Hop, ici. Alors globalement, avant, donc dans les précédentes versions du moteur, je générais constamment le VBO à chaque fois que je voulais modifier les vertices. Donc globalement, c'est pas bon de le faire comme ça. Faut générer une fois les VBO et les EBO. Et si ensuite on souhaite modifier les vertices en cours ou les indices, eh bien on le fait sans générer directement les VBO et le EBO. Alors à chaque fois qu'on veut modifier le VBO, on vient binder le vertex arès MVAO pour dire que ce VBO sera lié à ce VAO. Alors une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a configuré les VBO, je vous rappelle qu'on l'initialise juste ici. Donc après avoir configuré les VBO, on va setup les vertex attributes. Donc les vertex attributes, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir envoyer les positions juste ici. Donc, location égale 0, c'est pour ça qu'ici, c'est pour ça qu'ici on met 0. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, donc à chaque fois qu'on ici par exemple configure VBO, ben, on peut aussi rappeler cette fonction là, parce qu'ici on modifie les vertices. Donc à chaque fois qu'on modifie les vertices, il ne faut pas oublier d'appeler les VBO. Et comme ça va nous permettre, au lieu d'appeler ces trois fonctions, on va directement appeler VAO, qui va nous bind le VAO, et directement, implicitement, ça va utiliser les VBO et les EBO qu'on aura spécifiés, et on pourra draw les éléments juste après. Et globalement, ça on pourra l'enlever, on n'aura plus besoin. Hop, et voilà. Donc je pense qu'on a terminé l'explication. Ouais, je pense que c'est bon. Donc merci d'avoir regardé cette petite explication. Cette vidéo était assez rapide. Je voulais pas faire très long par rapport à d'autres fonctionnements. Je voulais pas faire trop long par rapport à ce que je faisais d'habitude, c'est-à-dire implémenter les matrices, c'est-à-dire implémenter les nouvelles fonctionnalités dans le moteur avec vous, car tout simplement ici ça aurait pris beaucoup trop longtemps. Donc j'ai préféré le faire en une review de code, car tout simplement c'est plus simple à expliquer et pour vous c'est plus simple à comprendre. N'hésitez pas à commenter, à mettre un like et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Pour les prochaines vidéos, on va notamment voir la gestion des lumières et des textures, et voir peut-être la 3D. Je ne sais pas encore comment je vais fonctionner, mais globalement ça sera vers là que je pense que je vais m'orienter. Je vous dis à la prochaine, c'était Marwan pour de nouvelles quêtes d'un programmeur.